Bonjour à tous. Aujourd'hui encore une petite vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui est en jonction d'un certain nombre de lectures que j'ai pu avoir et qui va parler de la prise de décision. J'ai remarqué que c'était un sujet qui était complexe et très intéressant et il y a un certain nombre de littérature dessus et je voulais faire part de mes réflexions. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Switch, Oser le changement. C'est un livre très pertinent que je vous recommande. Euh, et dedans, notamment, voilà, je ne vous spoil pas le livre complètement, je vous encourage à le lire. On y parle euh, qu'une personne en fait est constituée de deux entités qui seraient un gros éléphant, voilà, qui doit marcher dans une direction, et puis son conducteur qui doit prendre la décision de là où il veut aller, etc. etc. Et donc la préconisation, quelque part, c'est d'avoir de la clarté sur l'intention, un chemin qui est tracé, et finalement un nombre de décisions à prendre qui soit limité, un nombre de choix limité. C'est-à-dire que si vous proposez à des gens voilà, une ouverture complète sur l'endroit où aller, c'est beaucoup plus compliqué que de se conformer à un chemin qui est déjà tracé, et c'est plus compliqué que de choisir entre deux options. Voilà. Ça paraît une évidence, mais l'art de rien, en fait, se poser là en se disant prendre une décision dans certains contextes, c'est compliqué, ça demande de l'énergie, ça demande tout un tas de prérequis, et donc si vous ouvrez trop de portes, si vous laissez trop de choix aux gens, ça peut créer quelque chose qui est de l'ordre de l'inconfortable, et en tout cas, on va en parler, mais ça consomme beaucoup d'énergie en fait. D'accord. Donc il faut considérer en fait un petit peu la prise de décision comme un élément énergivore, pardon. C'est-à-dire que dans une journée, vous avez un capital énergie qui correspond à ce que vous avez pu mettre en œuvre en début de journée. Et à chaque fois que vous prenez une décision, quelque part, vous venez grignoter ce petit morceau d'énergie et qui fait baisser à la fin de journée votre énergie. D'accord. euh, Pourquoi? Parce que finalement, il y a quand même, dans une prise de décision, tout un tas de mécanismes qui se basent voilà, sur nos expériences, nos connaissances, etc. Et c'est un mécanisme complexe en fait qui fait usage de réflexion consciente et inconsciente, d'accord, et qui va traiter tout un tas de données, etc. pour essayer de tirer la meilleure décision liée au contexte, d'accord. Alors la meilleure, alors souvent euh, il y a beaucoup de paramètres dans la meilleure décision et parfois il y a aussi des paramètres inconscients à ce que je disais. C'est-à-dire que dans la considération de la solution, il y a une chance que vous imitiez une part de survie, c'est-à-dire que la décision que vous allez prendre quelque part, vous savez que vous avez créé un cadre de protection autour de vous. Donc c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas pris la décision qui est euh, la plus innovante, mais vous avez peut-être pris une décision qui permet de faire en sorte que si jamais à un moment donné ça échoue, vous ne vous retrouveriez pas en péril. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, voilà, il y a tout un tas de considérations conscientes et inconscientes dans la prise de décision, et parfois on ne se rend pas compte de tout ça. Et c'est pour ça que c'est quelque part énergivore. Et dans ce livre, Switch, il parlait notamment d'un exemple qui est assez rigolo et qui est un petit peu l'horreur absolue dans une semaine, euh, c'est d'aller faire les courses en fait. Parce que une fois que vous êtes dans le magasin et que vous êtes face au rayon, en fait vous êtes en permanence en train de faire des choix. Et voilà, à la fin euh, de cette étape de faire des courses, vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé. Et quelque part, c'est pas lié que à l'atmosphère qui est du monde, du bruit, de la lumière, etc. Mais aussi au fait d'avoir pris autant de décisions. C'est-à-dire que même pour choisir un paquet de pâtes, finalement,
Vous allez choisir la forme des pâtes, la marque, la taille du paquet, le temps de cuisson. Et juste pour choisir un paquet de 4, vous avez pris déjà 4 décisions en fait. Et qui inconsciemment vont aller piocher dans des informations telles que j'ai envie de faire plaisir, je veux une certaine qualité, je veux un certain goût gustatif, je vais sûrement préparer un plat de cette sorte-là, donc j'ai besoin de cette forme-là. Le soir quand je rentre, j'ai pas beaucoup de temps, du coup je préfère des cuissons rapides, etc., etc. Du coup ça va piocher dans plein d'informations et qui vous permettent de faire votre choix. Et donc voilà, donc à un moment donné, euh, quand vous arrivez à un certain temps de course, à un moment donné, vous êtes dans une précipitation quelque part, parce que vous en avez marre en fait. Vous avez pris tellement de décisions déjà que vous êtes fatigué et vous avez envie de vous enfuir de là. Donc quelque part, le conseil, ça pourrait être de dire, voilà, les choses qui sont structurantes pour vous dans votre vie, il faut mieux commencer par cette étape de course. Et puis pour toutes les choses qui sont un peu habituelles, répétitives, de les mettre en fin de course, comme ça vous n'avez pas de réflexion particulière à faire, vous prenez toujours le même pack d'eau, le pack de lait, etc. Du coup vous n'avez pas de décision à prendre et ça va plus vite. Euh, Après voilà, si vous n'avez pas de contraintes et que quelque part faire les courses c'est pour vous un moment plutôt de fun, etc. Voilà, vous continuez à faire votre course, etc. Et pas de problème. Mais on pourrait se dire, voilà, pour tout ce qui est euh, élément de course, là, pour éviter d'être dans ce côté magasin de prendre des décisions, finalement, voilà, vous créez une liste de courses identique chaque semaine que vous mettez sur votre site de course en ligne préféré. Et voilà, vous perdez en fatigue parce que finalement, vous avez externalisé cette prise de décision une seule fois et puis après, elle est récurrente. Bon, c'est moins fun, hein, mais voilà. Euh, je lisais aussi un article sur Mark Zuckerberg et puis aussi sur Obama. Et il avait été remarqué que sur les photos de Mark Zuckerberg, finalement, il portait toujours le sempiternel même vêtement, en fait, t-shirt et pantalon de couleur identique. Et un jour, quelqu'un s'est intéressé à ça et lui a posé les questions. Et il a répondu que, bah oui, dans une journée, en fait, il a des décisions structurantes à prendre qui concernent l'avenir de son entreprise, qui reposent sur des millions de dollars, sur des milliers d'employés, etc. Et qu'en fait, il ne souhaitait pas consommer cette énergie dès le matin en se levant, à choisir dans sa garde-robe quels seraient les vêtements voilà, qui auraient le plus d'impact de communication, qui lui plairait, qui est adapté, machin, etc., etc. Hein, donc l'éternelle question devant la garde-robe. Et il expliquait que globalement, voilà, il avait une pile de t-shirts uniformes, une pile de pantalons uniformes, et voilà, le matin, il n'avait pas besoin de réfléchir, il prenait toujours la même chose, et puis c'était ok. Obama il disait pareil, hein, moi j'ai un costume d'une couleur, d'une taille, et c'est toujours le même, comme ça, pareil, je n'ai pas de décision à prendre sur ce sujet-là. Donc j'économise cette énergie quelque part, plutôt que de commencer la journée à prendre des décisions sur des sujets qui peuvent paraître futiles en fait. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup ça me fait penser à ce qui se passe dans nos entreprises. Et voilà. Et juste pour finir sur la partie un peu personnelle, c'est vrai que en fin de journée, quand je rentre chez moi, des fois je peux être attiré par commander voilà, du junk food, pizza et autres, euh, parce que quelque part, effectivement, et ben je me retrouve devant mon réfrigérateur avec une décision à prendre sur qu'est-ce que je vais me faire à manger, quelle composition je vais faire, etc., etc. Et donc la fatigue étant là, la facilité peut être effectivement d'externaliser quelque part cette décision et juste voilà de commander un truc dont on a l'habitude et une commande préformatée quelque part, la même pizza, le même burger, enfin peu importe. Et du coup, ça permet de sortir de cet effet de décision. Et quelque part, en y réfléchissant, je me dis, les grandes marques de régime, je pense qu'ils ont compris ça aussi. Parce que généralement, ils vous donnent un guide semaine par semaine des repas
pour chaque repas. Dire, bah voilà, tel jour, c'est telle viande avec tel légume et tel féculent, etc., etc., etc. Et du coup, je pense que les gens succombent moins facilement à la tentation parce que comme ils sont guidés, qu'ils n'ont pas de décision à prendre, en fait, ils se laissent porter. Et c'est plus simple. D'accord. Il n'y a pas cette fatigue de décision à prendre, et puis est-ce que je fais attention à moi, est-ce que je fais attention à machin, etc. Donc, les décisions sont déjà prises, donc du coup, voilà, c'est plus simple. Et donc, je pense que alors je ne vais pas appeler ça une manipulation, mais quelque part, c'est l'utilisation voilà, d'une connaissance sur le mode de fonctionnement des décisions et tout ça, qui a peut-être conduit effectivement à l'élaboration de ces plannings de repas pour éviter de prendre des décisions et donc de sortir de la fatigue et de la tentation. Et je trouve ça très intelligent, et voilà, ça complète ma réflexion sur la prise de décision. Donc je trouvais ça intéressant à partager. Du coup, voilà, j'aime bien après apporter, comme vous savez, des éléments qui concernent un peu notre travail et notre vie d'entreprise. Hein. C'est pas juste un délire sur des choses personnelles. Mais j'ai remarqué que parfois on trouve dans les entreprises des gens qui sont dans une forme de fatigue, euh, voilà, et qui sont dépassés ou qui sont toujours dans un rythme effréné, etc. Et cette fatigue peut générer de la frustration et parfois de la colère. Voilà. Et souvent, quand on regarde, ce sont des gens qui sont beaucoup dans du micromanagement. D'accord. Euh, et vous voyez où je veux en venir. Micromanagement, quelque part, c'est prendre des décisions en permanence sur des détails. Et du coup, tout ça consomme de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Et puis à un moment donné, voilà, on fatigue, on est dans l'épuisement, etc. Euh, Au-delà de ça, si vous passez votre temps et votre énergie quelque part à prendre des décisions sur des sujets qui sont petits et qui ne relèvent pas forcément de votre fonction, hein, je sais pas, les sujets sur des accès, sur la création de badges, etc., etc., alors que vous êtes responsable de produit. Mais du coup, cette énergie, vous l'avez pas pour faire autre chose. Et les discussions, les décisions à prendre sur des sujets structurants, ben vous les reportez à plus tard. Vous êtes toujours dans une sorte de on verra plus tard, puisque là, j'en ai plein la tête, je suis fatigué. Et oui, oui, bien sûr, vous avez consommé votre part d'énergie en termes de décision, du coup, vous êtes plus dans la capacité de consommer cette énergie de manière importante pour prendre des décisions structurantes. Donc ça peut être intéressant à regarder sous ce prisme-là, en se disant, bah, plutôt que de dire tu sais pas déléguer, machin, etc., de dire, bah, effectivement, on attend de toi un certain nombre de prises de décision, et en même temps, on se rend compte que euh, tu prends tout un tas de décisions sur des sujets, et du coup, voilà, à la fin, tu n'as plus d'énergie pour traiter les sujets sur lesquels on t'attend. Donc peut-être être plutôt sur un aspect un peu bienveillance, et d'aider la personne à se recentrer, en fait, hein, plutôt que de faire un aveu d'incompétence ou d'impossibilité. D'accord. Et donc ça peut être intéressant de lui proposer ce diagnostic, et puis lui expliquer qu'effectivement, voilà, comme un muscle, il est capable de faire un certain nombre d'efforts par jour. À un moment donné, on est dans la contracture, et on n'est plus capable de lever du poids, etc. Donc on peut prendre cette image-là, même si elle est pas exacte, hein, puisque on n'est pas sur un effort d'un muscle, mais voilà, ça pourrait être une manière de faire, et donc de pouvoir proposer à ce genre de personnes par exemple, de noter dans une journée toutes les décisions qu'il peut prendre. D'accord. Et vraiment y aller dans quelque chose de euh, plutôt détaillé, même sur des choses simples, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui demande quelque chose, il répond par oui ou par non, et, bah, quelque part c'est une décision, en fait, hein. Donc ça peut être intéressant de tracer tout ça. Et puis en même temps, de lui poser la question de savoir euh, l'impact de cette décision. C'est-à-dire, est-ce que c'était une décision structurante? Est-ce que c'était une décision quotidienne? Est-ce que c'était une décision par incapacité? Enfin voilà, de dimensionner peut-être l'importance de la décision, juste pour relever, se dire, mais finalement,
d'un niveau de 1 à 4, j'ai pris aucune décision très importante et j'ai pris beaucoup beaucoup de décisions d'ordre euh, de ce qu'on va manger le midi ou ce genre de choses. D'accord. En fait, le fait de faire ça ainsi, c'est aussi de permettre de détecter ce qui relève en fait de sa fonction, de son rôle, euh, et de comprendre pourquoi il est porteur de toutes ces décisions. Euh, et bien souvent, hein, c'est pas parce que il est dans une posture malveillante ou possessive, etc. Il y a plein d'explications qui sont possibles. Donc voilà, il peut y avoir juste des habitudes qui ont été prises et puis à un moment donné, voilà, on les garde et puis par confort, tout le monde, c'est ce que j'appelle un peu le fait de suppléer, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend les décisions à votre place, à un moment donné, on entre dans une forme de confort et puis on lui laisse en fait. On prend l'habitude de plus décider et que on a une maman et un papa qui est là pour ça et du coup c'est confortable. Et du coup on est dans cette sorte de routine et la personne va vous dire bah oui mais si je décide pas personne va le faire. Ah bah oui oui oui, les gens ont perdu cette responsabilité. Euh, mais peut-être qu'à un moment donné il faut revenir à une forme de fiche de poste et dire bah finalement ça fait partie de ses compétences et de ses attributions et de sa responsabilité et comment on peut l'accompagner à reprendre la main là-dessus dans le but de te décharger toi en fait. Pas le fait que tu fasses mal, etc. C'est juste qu'à un moment donné, on attend des choses de toi et on préfère que tu te concentres sur ces sujets-là qui nous paraissent vraiment importants pour la vie du projet ou de l'entreprise. Et donc, on va dégager tout ce qui ne te concerne pas directement, en fait. Et ça va t'alléger, on va parler de bien-être, on va parler de mieux-être et être mieux capable de faire des choses. Euh, euh, et du coup, c'est pas tout à fait un sujet de délégation, c'est aussi un sujet de remettre les gens face à leurs responsabilités, et pas forcément le porteur de décision, mais les gens qui ne prennent plus les décisions. Et donc ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et c'est pareil, de la manière, c'est plutôt que de pointer du doigt la personne qui est dans le contrôle, c'est dire mais pourquoi il est dans le contrôle. Peut-être parce qu'il supplée, parce que les autres ont pris l'habitude, que, etc., etc. Donc redonner la responsabilité aux bonnes personnes de faire les bonnes choses. Et parfois, c'est leur donner aussi l'opportunité, hein, parce qu'ils ont oublié qu'ils pouvaient le faire et ils se sentent plus légitimes de le faire. Donc voilà, il faut réaccompagner ces personnes-là. Et puis des fois, on se rend compte aussi qu'il y a des trous dans la raquette dans l'organisation et que euh, pour X raisons, bah, soit il y a des postes qui ont été supprimés, soit il y a des personnes qui sont parties, et puis dans le passage de connaissances ou dans le tuilage, etc., on a oublié de confier une partie de la mission à la personne qui est arrivée, ou tout simplement, effectivement, la personne n'existe plus. Donc il y a peut-être un sujet organisation aussi, et redéfinir un peu les différentes choses à faire. En tout cas, voilà, ça peut être intéressant avec cette personne de déterminer toutes les décisions qu'il prend, je sais pas, au cours d'une semaine ou au cours d'un mois type, ou voilà, euh, pour voir ce qui fait partie ou pas, et puis déclarer un petit peu tout ça. Euh, et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais encore vous parler de management 3.0 et puis du delegation poker parce que ça reste un outil qui est intéressant pour afficher qui doit faire quoi quelque part, qui a envie de faire quoi, et puis comment on peut répartir un certain nombre de choses. Donc c'est un travail d'intelligence collective où on peut affirmer un certain nombre de choses, faire des demandes auprès de l'équipe, des équipes, des personnes qui nous entourent, et puis se donner un but de se dire, bah voilà, aujourd'hui, un tel, il est en surcharge mentale parce que voilà, toutes les activités sur lesquelles il est concerné, sur lesquelles il prend des décisions, finalement, est-ce que vous sentiriez de prendre une partie de ces décisions parce que voilà, et on vous fait confiance et on crée un cadre de sécurité psychologique autour de ça, et puis on voit comment on fait quoi. Donc je pense que ça peut être un très bon outil qui
ne soit pas dans le jugement et qu'il soit plutôt dans la bienveillance, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on a un sujet de surcharge sur une personne, comment on peut mieux répartir les activités, qui a envie, est-ce que ce sont des décisions qui deviennent, qui appartiennent à un collectif peut-être, hein, parce que ça peut être sur 2 ou 3 têtes plutôt que sur une à chaque fois, selon l'efficacité, etc. Mais ça peut, voilà, il y a beaucoup d'imagination autour de ça. Euh, et en même temps, faut pas. Mon conseil serait de dire ça devient pas non plus des fiches de poste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, des gens pourraient avoir peur de prendre un sujet de responsabilisation parce que ça deviendrait à long terme quelque chose sur lequel ils seraient toujours redevables. Donc voilà, essayer de faire quelque chose qui soit pas trop formel, pas trop enfermant, pour éviter de faire peur quelque part en disant bah ça c'est devenu une responsabilité et j'avais pas imaginé ça, etc. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse être expérimenté et puis de pouvoir faire un point éventuellement régulièrement sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, etc., etc. Donc rester dans une dynamique d'ouverture et pas juste faire un point à un instant T, mais dire bah, peut-être que régulièrement il faut faire un bilan de tout ça, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que ça. euh, Bon voilà, en agilité on parle beaucoup d'autogestion, d'auto-organisation, etc. Mais il faut avoir le pouvoir quelque part et l'équipe doit avoir cette capacité à prendre des décisions et bah, dans cet exercice, voilà, on peut redistribuer une part de pouvoir et de responsabilité à chacun. Donc, je pense que ça va bien dans la ligne de la transformation agile. Euh, et puis, voilà, ça permet de créer une équipe qui soit plus impliquée dans les décisions, qui soit quelque chose de participatif, plutôt que de pousser toute la responsabilité sur une seule personne et puis se sentir je suis tranquille, je suis confort, et en même temps, je suis dans la frustration, hein, puisque je suis dans l'attente que l'autre prenne les décisions que j'aurais aimé qu'il prenne, plutôt que de les prendre moi-même, en fait. Hein. Donc, on revient sur ce sujet attente-frustration. Donc finalement, plutôt que d'attendre de l'autre une posture, etc., et ben on peut réutiliser cette notion en se disant, voilà, plutôt que d'être en attente et éventuellement en frustration, ben, ce panel de décisions, je le prends à mon compte. Et du coup, les décisions qui vont être prises correspondent à mes attentes. Et du coup, je sors aussi de cette frustration. Donc voilà, tout ça se lie hein, finalement. Euh, et donc, ce qui est intéressant aussi quand vous faites ça, c'est de vous appuyer sur cette notion de subsidiarité. Hein, c'est un mot qui est difficile à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez confié quelque chose à quelqu'un, vous lui faites confiance. C'est-à-dire que à l'équipe, je sais pas, sur la tenue des réunions, etc., vous pourrez vous dire, bah, ça c'est de votre responsabilité. Et tant que ça marche, j'ai pas mon nez à y mettre, quoi. Par contre, vous avez le droit de venir me chercher à un moment donné si vous considérez que mon aide peut vous être utile. D'accord? C'est ça le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que moi je prends les décisions qui sont à mon niveau, et toutes les décisions qui sont du niveau en dessous, eh ben, je n'ai pas à y mettre mon nez, puisque voilà, je fais confiance et on a créé comment dire, un contrat de confiance qui dit bah voilà, ces décisions vous appartiennent. Et tant qu'il n'y a pas de problème, je viens pas voir. Et par contre, le contrat, c'est que quand il y a un problème, vous escaladez et puis on traite le truc au bon niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement, hein, ce principe de subsidiarité. Mais voilà. Euh, C'est-à-dire que quand on arrive à son niveau d'incompétence, on va chercher la compétence du niveau au-dessus pour nous aider à sortir du pétrin. Bon voilà, tout ça, ça fait plutôt partie de ce qu'on appelle l'auto-organisation, l'autogestion, etc. Euh, mais voilà, on a des gens parfois qui sont en difficulté, qui peuvent s'isoler, et puis être dans cette frustration, cette fatigue, etc. Donc le principe c'est de ramener de la coopération, ramener de la confiance, de la participation pour que tout ça, ça fonctionne en fait. Et euh, la confiance doit être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement le manager doit faire confiance à ses équipes, et donc
donc ça c'est le principe de dire je crée une équipe autogérée et qui prend ses décisions seule. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'équipe doit aussi faire confiance à son manager quelque part, et ne pas hésiter à le saisir quand il est dans son incompétence, lui partager ses problèmes, etc., etc. Donc c'est ça qui est important, c'est que chacun doit avoir sa responsabilité et sa compétence qui correspond à son propre niveau. Donc je pense que c'est important de toute manière de faire ce travail de déclinaison de qui fait quoi et qui a la responsabilité de quoi. C'est parce que ça permet aussi de connaître ce qu'on attend de l'autre. C'est-à-dire que moi, en tant que manager, j'écoute ce que l'équipe attend de moi, et l'équipe entend ce que j'attends d'elle, quoi. Et du coup, on a déjà des devoirs qui sont explicités, hein, on revient toujours sur cette explicitation, et du coup, on peut demander un certain nombre de droits qui correspondent quelque part à ces devoirs, en contrebalance, hein, d'accord, et c'est intéressant de partager ça, parce que du coup, ça explicite le mode de fonctionnement entre les différentes parties, et je trouve ça super important. Donc voilà, c'était un sujet sur la prise de décision. En quelques mots, c'est de dire, arrêtez de surcharger certaines personnes. Alors, c'est pas forcément vous qui les avez surchargées, mais en tous les cas, quand vous détectez de la fatigue, etc., vous pouvez vous dire, peut-être qu'il y a trop de décisions qui sont prises quotidiennement. Et comment je peux apporter du bien-être en réorganisant cette prise de décision, en la faisant porter par plus de personnes, en impliquant plus de personnes, et puis en responsabilisant éventuellement les bonnes personnes, ou en voyant les failles de l'organisation, et peut-être qu'il y a des réorganisations à faire. Voilà, c'était un sujet sur la prise de décision. Merci pour votre écoute.